Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des outils BioClimSol et Climessence qui visent à faciliter la prise en compte du changement climatique dans la gestion forestière. Donc, c'est un webinaire qui se tient dans le cadre du groupe de travail Forêt et changement climatique qui a été lancé début mars sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous avons décidé dans le cadre de ce groupe de travail de mettre en place un webinaire d'1 heure tous les premiers mardis du mois de 17h à 18h afin de partager des informations concernant des outils, des expérimentations, des expériences ou des structures en lien avec le sujet forêt et changement climatique. Donc, je vous informe que ces webinaires, dont celui d'aujourd'hui, seront enregistrés et mis à disposition par la suite sur le site internet de la DRAF. Donc, ce soir, nous avons deux présentations de prévues. Donc, la première, c'est la présentation de l'outil Climessence, qui sera donc l'outil Climessence du RMTA Force, qui sera réalisé par Médéric Aubry, qui est responsable territorial animation sylvicole à l'Office national des forêts Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette présentation va durer 20 minutes. Elle sera suivie d'une séquence de 10 minutes de questions. Ensuite, nous aurons une deuxième présentation qui concernera l'outil BioClimSol du CNPF, qui sera faite d'une part par Jean Lemaire, qui est le concepteur de cet outil, et puis par Adrien Bazin, qui est ingénieur changement climatique au CRPF Auvergne-Rhône-Alpes. Cette présentation durera également 20 minutes et elle sera aussi suivie d'une séquence de 10 minutes de questions. Par souci d'organisation, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. Donc, il faut utiliser la petite icône discussion en bas de votre écran. Et donc, nous avons un modérateur qui est Olivier Bobet, qui est chef du pôle santé des forêts à la DRAF, qui sélectionnera les questions et qui les posera pour vous aux intervenants. Je propose à tout le monde, sauf aux intervenants, bien sûr, de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je passe tout de suite la parole à Médéric Aubry. Allons-y. Donc, rebonjour à tous. Donc, la présentation de l'outil Climessence, de la plateforme Climessence, qui est une plateforme qui a été faite par des financements du RMT à Force, où il y a plusieurs partenaires de la filière. Donc, à Force, adaptation des forêts au changement climatique. C'est un regroupement de techniques qui vise à mettre en commun tous ces outils permettant d'aider les gestionnaires à adapter les forêts au changement climatique. Alors, cette adaptation des forêts au changement climatique, elle pose, c'est un nouveau paradigme pour le forestier. Et parmi les questions principales qui se posent, mais il y en a bien d'autres, il y a la vulnérabilité des essences en place dans leur contexte pédoclimatique. On s'en rend compte actuellement avec notamment les effets des sécheresses des dernières années et l'impact des ravageurs de faiblesse que sont les scolites sur les épicéas notamment, mais pas que. On se pose des questions sur les essences résistantes aux futures conditions climatiques, qu'elles soient en place actuellement, qu'elles soient autochtones, allochtones, qu'elles soient très exotiques ou finalement assez proches qu'on retrouve sur l'Hexagone. Et puis, ça, c'est les questions sur lesquelles on va se concentrer un petit peu plus aujourd'hui. En tout cas, c'est des questions auxquelles cherche à répondre l'outil Climessence, mais il y a bien d'autres questions sur cette question d'adaptation des forêts au changement climatique avec les itinéraires sylvicoles, avec des rites de coupe, des traitements, les plantations, la régénération naturelle, les modalités de tous ces itinéraires sylvicoles, et d'autres questions sur l'effort d'atténuation, la contribution à l'effort de l'atténuation aux effets du changement climatique par le stockage de carbone en forêt, séquestration, l'utilisation de matériaux bois, stockage, substitution. Donc toutes ces questions-là, il y en a énormément donc autour de cette adaptation des forêts au changement climatique. On va se concentrer sur celles qui, pour cet outil Climessence, avec la vulnérabilité des essences et la résistance de ces essences aux futures conditions climatiques. De toutes ces questions, on voit qu'il y a un besoin d'outiller et de progresser dans les diagnostics. Alors, la question préalable, c'est quel climat futur
Là, je remercie, j'ai vu qu'elle était là, Catherine Rayon, hein, il y a un certain nombre de diapos qui sont issus de ces présentations à différents colloques. Donc, la question préalable, quel climat futur? Donc, là, on utilise les scénarios du GIEC, qui sont les scénarios RCP, qui sont des scénarios de concentration du forçage radiatif. C'est les émissions de gaz à effet de serre. Et le forçage radiatif, c'est le bilan thermique de ces activités. S'il est positif, ça tend à une augmentation de température dans le système planète-atmosphère, Terre-atmosphère. S'il est négatif, c'est à une diminution. Mais on est dans des cas de forçage radiatif positif. Donc ces forçages radiatifs, il y en a un certain nombre dans le GIEC, il y en aura dans le dernier rapport du GIEC, il y en aura encore plus dans le prochain. Il y a le RCP 2.6 qui était celui qui devait être suivi en respect des accords de Paris. C'est pas du tout le scénario tendanciel. Et puis il y a le RCP 4.5, 6 et 8.5. Attention, c'est bien les unités, c'est bien du forçage radiatif en watts par mètre carré, et c'est pas des températures, mais ça induit des augmentations de température. Donc les prévisions de ces modèles selon des modèles climatiques selon les différents RCP, on a pour l'horizon 2050 un RCP 4.5 une augmentation autour de 1,4 degré, plus ou moins 0,5 degrés. À l'horizon 2080, 1,8 degré, plus ou moins 0,7 degrés. Et on voit que quand on bascule sur un scénario 8.5, qui est un scénario s'il n'y a pas de politique climatique et qu'on laisse les émissions de gaz à effet de serre, on continue les augmentations, on laisse tout s'emballer, ça tend vers des augmentations de l'ordre de 2 degrés en 2050 et de 3,5 en 2080, en sachant que ça, c'est bien des chiffres à l'échelle planétaire et que sur les continents, c'est plus que ça. Et donc, pour nos forêts, ce qu'elles risquent de subir, c'est plus que ce qui est affiché ici. Toutes ces augmentations, elles se font dans le cadre d'une cascade d'incertitudes. Il y a énormément d'incertitudes. À la fois, donc c'est pour ça, les différents scénarios, ils traduisent l'incertitude de l'activité anthropique, quelle réponse face à cet enjeu climatique par la sphère anthropique, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre. L'incertitude, elle est aussi au niveau, le forçage radiatif, la concentration de ces gaz à effet de serre, quelle élévation de la température elle va induire, et les mécanismes de régulation naturelle. Il y a l'incertitude évidemment des modèles climatiques et puis les incertitudes liées aux descentes d'échelle. On voit bien qu'on est dans une cascade d'incertitudes avec laquelle il va falloir jouer pour prendre nos choix. Donc, alors ce contexte d'augmentation, pour essayer d'appréhender au mieux et les choix qu'on doit prendre, et notamment le choix de l'essence, c'est souvent une question qu'on va se poser, c'est une étape clé dans ce processus d'adaptation. Là encore, le choix de l'essence, c'est pas forcément des essences à introduire, c'est des essences à favoriser, à valoriser tout simplement. Donc c'est aussi les essences en place. Donc il y a un besoin de croiser tous nos éléments de diagnostic pour permettre un ou des choix, parce que là encore, face à l'incertitude, l'idée c'est d'avoir le plus de choix possible, des choix argumentés et raisonnés. Donc il y a bien cette notion de regarder le climat, l'essence et l'endroit où on se trouve, la station, comme élément de diagnostic pour arriver à la convergence, c'est le cercle rouge, de ce qui va nous intéresser pour faire un choix pertinent. Donc, en quoi cet outil Climessence, cette plateforme, elle permet de progresser dans les diagnostics et tente de répondre, en tout cas d'aider dans ce choix. Donc déjà, cet outil Climessence, c'est 2 projets qui étaient soutenus par le RMT à force, qui convergent vers un seul portail web. C'est le projet Caravane pour catalogue raisonné des variétés nouvelles à expérimenter. Et c'est le projet IKS Maps qui est à l'origine un modèle proposé par Hervé Le Boulaire. Alors, IKS pour indicateur, climat en Europe, le mot climat en Europe centrale, et Strauss pour végétation en breton.
et qui est actuellement porté par les équipes de l'RDI de l'ONF. Donc, ces deux outils qu'on retrouve dans une plateforme, dont je vous propose là de balayer, on va regarder, puis on rentrera si on a le temps dans l'outil en lui-même pour vous faire une petite démonstration. Bien sûr, toutes les impressions elles sont issues de la plateforme. Donc déjà, le volet fiche essence, donc ce projet Caravane, il y a un module donc, de fiche espèce qui permet pour un grand nombre d'espèces, dont un certain nombre assez exotiques, donc on n'a pas des connaissances très importantes en sylviculture dans l'Hexagone, une présentation générale, une carte de l'air naturel, des diagrammes, un diagramme de l'haute écologie, et puis une critérisation, 37 critères qui sont étudiés et qui sont renseignés à l'aide de notes, une notation ABCD, et qui donc c'est issu de la littérature, des observations sur des dispositifs de recherche, sur des arboretums, également sur du dire d'experts. Et pour chacun de ces critères, il y a une note qui va permettre de faire un choix selon les critères. Les critères, là on a l'exemple, les facteurs limitants climatiques avec la résistance juvénile ou adulte aux fortes sécheresses, l'adaptation au climat déficitaire en eau, il y a aussi les facteurs limitants édaphiques, etc. Donc à partir de ces notes, il y a la possibilité de faire une comparaison multi-critères interactive entre les espèces pour s'orienter éventuellement vers des essences auxquelles on n'aurait pas pensé, on n'a pas forcément l'idée première vers laquelle s'orienter. On rentrera tout à l'heure directement dans l'outil. Donc ça, c'est le premier module. Et après, il y a tous les modules qui tournent autour du modèle IKS, qui est un modèle de compatibilité climatique. Donc, il est intéressant, ce modèle de compatibilité climatique, car il utilise des facteurs limitants climatiques, ils sont bien climatiques, mais qui ont un sens physiologique pour les espèces végétales de la zone tempérée. Alors, ces facteurs limitants, c'est le manque de chaleur, qui est caractérisé par la somme des degrés jour annuels, l'excès de froid, caractérisé par le facteur climatique température minimale mensuelle le plus faible de l'année, et puis le manque d'eau qui traduit le déficit hydrique mensuel, enfin le cumul annuel des déficits hydriques mensuels. Donc chacun de ces facteurs, il est représenté par un seuil qui a pu être fixé à l'aide des données de présence et d'absence, enfin de présence sur les placettes des inventaires forestiers sur toute l'Europe. Et ce qui va permettre, avec ces trois axes, de définir un espace climatique, de compatibilité climatique qu'on va pouvoir projeter dans les climats futurs. Donc, en un point géographique donné, s'il y a un des facteurs qui dépasse le seuil fixé pour une espèce, il y a incompatibilité climatique pour cette espèce. Ainsi, on définit donc des aires de compatibilité climatique et qu'on peut simuler selon différents horizons temporels, soit actuellement, en 2050, en 2070, c'est les trois horizons temporels qui sont possibles sur la plateforme. En fonction des scénarios du forçage radiatif, c'est les RCP 4.5 et 8.5 qui ont été choisis, qui permettaient d'avoir quelque chose qui englobe les observations tendancielles et avoir suffisamment de diversité pour balayer toute cette incertitude. Et puis évidemment les modèles climatiques. Alors il y a 18 modèles climatiques qui ont été utilisés, mais dans le mode standard, c'est traduit de façon un peu moins technique par modèle optimiste, on a utilisé le plus optimiste des modèles qui est affiché, c'est celui de Météo France. Une moyenne des modèles, c'est le modèle moyen, donc la moyenne de ces 18 modèles, et le modèle pessimiste, je n'ai plus en tête le nom de ce modèle. Donc, pour rappeler un petit peu là, ce que je viens de dire de façon schématique, à partir des scénarios RCP et des horizons temporels et des données climatiques, alors celles qui ont été utilisées dans
dans IKS, dans Climessence, c'est les données Chilsa, qui sont en résolution d'1 km². Toutes ces données sont des données d'entrée qu'on peut mettre dans des modèles climatiques. On va avoir des projections du climat futur. À l'aide des données de l'inventaire forestier, des inventaires forestiers et de ces données climatiques, on a le calcul des seuils IKS par essence, donc le déficit hydrique annuel, le DHYK. Le TMIA, c'est température minimale annuelle. Et la somme des degrés jours, qui permettent, avec la projection, quand on croise avec les projections, donc cet espace climatique dans les projections du climat futur, on peut observer les aires de compatibilité climatique des essences selon les différentes entrées qu'on a pu mettre, donc à la fois l'horizon temporel et les scénarios et modèles. Alors, on va voir avec des cartes comment ça se traduit. Cette plateforme, une plateforme web qui va être consultable par tous en mode standard à une échéance. C'est souvent évolutif ce genre d'annonce, mais c'est fin d'été 2021 pour tout le monde. Donc, on voit les différents modules. Il y a la possibilité d'aller regarder les données climatiques. Là, c'est un exemple sur la Chartreuse où on voit dans le diagramme ombrothermique en bas à droite, il y a donc d'abord le diagramme au milieu, c'est le climat actuel, et on voit selon l'horizon, alors c'est 2070, pas 2100, il y a une erreur, et le scénario pessimiste, on voit qu'en période estivale, un déficit hydrique, qui est traduit par ces histogrammes orange, qui apparaît donc dans ces mois d'été. Il y a cette possibilité, donc là on peut jouer en allant, en utilisant un point et en allant un petit peu partout sur la carte. Il y a une fonctionnalité d'analogie climatique qui va permettre de regarder dans le climat actuel où est-ce qu'on retrouve le climat qu'on devrait avoir selon l'échéance, là encore, et le modèle choisi. Si par exemple, ici, le cas, on choisit la sylvo-écorégion des Préalpes du Nord, qui est entourée de rouge, je peux visualiser, trouver aujourd'hui un climat futur possible dans cette région, et on constate, donc là à droite, sans surprise, ce qui est entouré de rouge, donc notre sylvo-écorégion, elle correspond aux autres régions, au climat analogue qui sont des régions de montagne, moyenne montagne, enfin de montagne quand même. Et dans les scénarios, dans les projections, dans le climat futur, où est-ce qu'on retrouverait les conditions, excusez-moi, dans le climat actuel, où est-ce qu'on retrouverait les futures conditions qu'il y aura dans ces Préalpes du Nord, on constate que selon le scénario optimiste, on est plutôt dans des niveaux de plaine du nord-ouest. Quand on passe dans le scénario pessimiste, on est plutôt dans les plaines du sud-ouest au niveau du climat. Donc ça, c'est un des modules. Dans ce module, mais bon, ça c'est accessible uniquement en mode expert, il y a la possibilité de voir dans ces régions analogues le pourcentage de présence de l'espèce. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus vu que ce n'est pas ouvert en mode standard. Un autre module qui est probablement le cœur d'utilisation de ce modèle IKS, c'est ces cartes de compatibilité climatique des essences dans les scénarios climatiques futurs. Là, je vous ai donné l'exemple, j'ai pris l'exemple du sapin pectiné. Dans la carte à droite, on peut visualiser selon les trois axes, les trois indicateurs IKS, la zone de compatibilité. On voit bien que c'est la zone verte et qui correspond bien à des endroits où on retrouve effectivement du sapin pectiné sur l'hexagone. Et selon le modèle moyen RCP 4.5, on constate que la zone de compatibilité, elle se réduit fortement aux zones de montagne et moyenne montagne et au contour de la Manche, et que dans le scénario RCP 8.5 avec un modèle pessimiste, on a quasiment la totalité
de la France entière qui n'est plus en zone de compatibilité climatique pour cette essence. Alors, une autre façon de l'aborder, là encore, ça c'est quelque chose qui est accessible uniquement en mode expert, mais qui permet de voir selon l'indicateur quelle est l'incompatibilité. Donc c'est les mêmes cartes, c'est toujours pour le sapin pectiné, mais on se rend compte quand c'est jaune, l'incompatibilité elle est due au déficit hydrique. Quand c'est vert, c'est compatible. Quand c'est violet, c'est le manque de chaleur. Et quand c'est bleu, c'est l'excès de froid qui rend incompatible selon ces trois critères, ces trois indicateurs. Les limites et précautions d'utilisation de ce modèle IKS. IKS, c'est bien une modélisation qui est uniquement du climat et d'un climat simplifié, vu qu'on prend les trois axes, les trois indicateurs que je vous ai décrits plus tôt. Par exemple, il n'y a pas de prise en compte directe des fortes chaleurs, ce serait mieux avec un S, même si c'est très fortement corrélé avec le déficit hydrique. Autre précaution d'utilisation, il n'y a pas de prise en compte des autres facteurs limitants. Les facteurs édaphiques, avec la richesse chimique par exemple, le calcaire actif, engorgement, les tassements, les facteurs biotiques, les pathogènes, l'haute écologie des essences, les autres facteurs abiotiques type tempête, incendie ou anthropique. Et il n'est pas non pris en compte les facteurs potentiellement améliorants que peuvent être la topographie ou le microclimat. Donc c'est bien une approche qui a une maille kilométrique et qui est totalement climatique. Donc il faut rester à une échelle d'analyse qui est compatible avec la maille kilométrique de la modélisation, soit idéalement c'est l'échelle de massifs, de régions forestières, mais ce n'est pas pertinent de descendre à l'échelle de la parcelle. Et autre précaution d'utilisation, il ne faut pas interpréter trop littéralement la limite des aires, c'est pas manichéen, ça caractérise plutôt le franchissement d'un niveau de risque quand on bascule dans une zone d'incompatibilité. Et là, le côté dynamique et avoir la possibilité d'avoir trois scénarios qui sont affichés, je reviens, là je vous en ai affiché, il y a l'actuel plus 2 scénarios, mais sur la plateforme, on va y venir, il y en a 3. Ça permet d'avoir cette notion un petit peu d'incertitude et de caractérisation du franchissement du risque. Donc, si on revient à notre diagramme où on se pose la question de la pertinence climatique de présence de nos essences, on va avoir des indicateurs au niveau du climat avec le module de la variable climatique, diagramme ombrothermique par exemple. Des informations, là où on a la convergence du climat et de l'essence avec les modules analogie climatique et compatibilité climatique, qui a même une approche de la réserve utile. Dans le calcul du déficit hydrique, il y a la notion de réserve utile, mais à des échelles très très grandes, c'est-à-dire pas très précis, c'est par grands ensembles géomorphos qui sont communs. Homogène. Donc là, il y aura un intérêt à descendre d'échelle pour avoir plus de précision. Et puis, avec le côté, on a l'approche sur les essences avec les fiches espèces de Caravan. Les perspectives d'évolution, donc c'est l'utilisation toujours de ce modèle UKS, en tout cas des valeurs seuil, mais sur des données climatiques plus précises, c'est à des pixels de 50 mètres qui prennent plus en compte les notions de versant, d'exposition, et qui permet d'intégrer des données de réservoirs utilisables mesurés. Et ça, c'est un outil qui est en cours de développement, qui est déjà bien avancé côté ONF, qui est l'outil Zoom 50, qui permet donc une utilisation à l'échelle de la parcelle, mais qui n'est pas encore à un niveau d'utilisation par le gestionnaire. Mais voilà, c'est Noémie Pousse et notamment de la RDI, ONF, qui travaille sur ce sujet. On peut peut-être commencer les questions. Je vais quand même ouvrir la plateforme éventuellement pour montrer des exemples.
Oui, c'est intéressant. Est-ce que, alors parmi les questions, il y a quelques questions qui font part de la biodiversité dans les facteurs de régulation et du réchauffement climatique. Et donc, voilà, votre approche est spécifique des essences, mais est-ce qu'elle peut aussi être approchée par rapport à des milieux comme la sapinière, qui est pas uniquement composée du sapin pétiné, mais du milieu. Voilà, c'était une des questions. Bah, pour approcher peut-être en tout cas la compatibilité climatique des autres essences qui sont présentes dans la sapinière, ça on va pouvoir le faire. Si on peut regarder, je vais faire l'exemple du coup avec un hêtre. Hop. Ça, on va pouvoir l'approcher, mais on ne va pas pouvoir l'approcher de façon mélangée complètement. C'est bien essence par essence où on va trouver des niveaux de compatibilité qui, là encore, ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais sont plutôt à regarder au niveau de franchissement de risque. Là, on peut constater donc, il y a une carte qui a des notions qui sont assez similaires à celles qu'on a vues sur le sapin pectiné, de compatibilité en fonction des scénarios. Du plus optimiste au plus pessimiste. Vous voyez, on peut zoomer. Et donc là, en tout cas, si on veut approcher la résilience des peuplements de hêtres sapinières, par exemple, en caractérisant la compatibilité de ces deux essences, on voit que les deux, elles ont quand même une compatibilité climatique avec les scénarios futurs qui vont les contraindre probablement à rester uniquement dans les zones de moyenne montagne et moyenne montagne. Voilà, c'est qu'une approche. Effectivement, il y a plein d'autres choses qui sont à regarder. Observer le fonctionnement dans les forêts dites naturelles ou en tout cas en libre évolution face à des forêts gérées. C'est des choses qui doivent être observées. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de retours là-dessus. En tout cas, l'outil ne permet pas de gérer la notion de mélange directement. Ok. Une petite question là, parce qu'on revoit tous ces scénarios là, et donc le forçage radiatique à 8,5. Alors on a une reprécision, je crois que tu l'as dit, mais par rapport à ce que ça se traduit et quelle augmentation de température ça traduit, et puis comment ça se traduit cette augmentation de température, parce qu'il y a des notions de température extrême, vraisemblablement, qui sont aussi très très impactantes, plus qu'une température moyenne. Alors, l'outil IKS, toutes les valeurs extrêmes ne sont pas prises en compte par cette modélisation. Tout ce que je raconte, c'est bien dans la documentation, c'est très documenté comme outil, et notamment les limites et toutes ces notions de valeurs extrêmes. Elles ne sont pas directement prises en compte par les indicateurs, vu que c'est des indicateurs, c'est des moyennes qui sont utilisées, c'est des moyennes mensuelles comme entrée climatique qui sont utilisées. Voilà après pour la traduction du RCP 8.5, donc c'était 3,7, mais à l'échelle planétaire, à l'horizon 2100, en sachant que donc à l'échelle planétaire, il y a tous les océans et sur les continents, les augmentations de température sont bien supérieures. Et je ne sais pas, pour illustrer ça, mais probablement d'autres personnes autour de ce webinaire le diraient bien mieux. Pour illustrer ces changements de température, 5 degrés, en moyenne, c'est la différence par rapport au dernier épisode glaciaire. Donc, on peut imaginer la végétation qui était très très différente à cette époque-là, et c'était entre guillemets que 5 degrés de différence. Ok. Écoute, quelques questions par rapport à l'utilisation de ces outils et puis en fait leur disponibilité et leur modalité de disponibilité. Alors, c'est un outil qui est en cours de diffusion auprès de tous les personnels techniques ONF. Pour l'utilisation, elle est soumise à une formation de plusieurs modules. Donc ça va s'étaler là sur le mois d'avril-mai, ces différents modules. Et pour l'utilisation auprès du grand public, donc je vous ai dit l'échéance ce serait autour de la fin d'été 2021, ce serait aussi soumis
au suivi de ces formations qui sont des formations à distance. C'est des vidéos qui sont déjà en partie déjà accessibles sur le RMT à Force et sur le site du RMT qui est hébergé par le CNPF d'ailleurs. Et avec des questionnaires pour finaliser la formation, pour montrer qu'on a bien suivi. Il y a un besoin de voir un petit peu tous ces indicateurs pour ne pas faire dire n'importe quoi, mais c'est de façon très globale. Effectivement. C'est vrai que je pense qu'il va falloir bien expliquer tout ça parce que vraiment, on risque vraiment de prendre vraiment peur et de décourager beaucoup de gens autour de projets forestiers. Donc, ce travail avant d'accéder à ces outils-là, je pense que enfin, vous l'avez prévu, là, mais il va falloir. Je ne sais pas si Isabelle… Oui, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Médéric et puis Olivier aussi pour les questions. Ce que je vous propose, c'est d'aborder la présentation suivante qui concerne BioClimSol et puis de revenir éventuellement à des questions qui pourraient concerner les deux outils, Climessence et BioClimSol, à la fin du webinaire. Donc, je propose à Jean Lemaire, qui va commencer la présentation de BioClimSol, de prendre la parole. Oui, alors, vous m'entendez? C'est bon? Oui, et puis Médéric, Okay. Il faut bien penser à départager l'écran pour que Jean puisse passer son diaporama. Normalement, c'est déjà fait. Mais... Parfait, merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez du coup l'écran? C'est bon, merci bien. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Jean Lemaire, je travaille à l'Institut pour le développement forestier, qui est la branche recherche et développement du CNPF, et je travaille à l'antenne de Lyon, où on développe, avec les collègues du CRPF, l'outil BioClimSol. BioClimSol est né il y a maintenant 10 ans, c'était lors du projet Chaîne Atlantique, et on a décliné ça après sur l'outil BioClimSol. On a fait depuis 36 études sur l'ensemble du territoire, ça veut dire 3 à 4 études en moyenne. Grâce à l'appui, et je tiens à remercier l'État, les régions, les départements, la communauté européenne et aussi de nombreuses collectivités locales. C'est un outil qui est encadré par un comité multipartenaire et puis qui aujourd'hui est développé dans le cadre d'une thèse aussi. On a des partenaires bien sûr scientifiques qui sont Météo France, qui nous ont mis à disposition les données météo, l'INRAE, l'AgroParisTech, bien sûr le DSF, avec qui on va partager l'outil qu'on va vous présenter, qui est l'outil sous son format application. Alors, il y a un portable là qui doit sonner ou quelque chose. Oui, j'entends, oui, c'est pour ça que j'arrête. Donc, peut arrêter son micro là. Principe et fonctionnement de l'outil. Donc, moi, j'ai présenté plutôt les bases, on va dire, scientifiques pour expliquer. Puis, Adrien va prendre la suite et va vous présenter l'outil sous son format fonctionnel application. Donc, l'outil BioClimSol. Alors, pourquoi le nom d'abord BioClimSol? Bio pour prise en compte du vivant, c'est-à-dire de l'essence, mais aussi des pathogènes, puisque dans les modèles, pour certains modèles de dépérissement, on prend en compte des pathogènes. Clim pour prise en compte du climat et sol pour prise en compte de la topographie. L'idée de l'outil, c'est de diagnostiquer le potentiel d'une station au regard du risque de dépérissement. Ça, c'était la grande nouveauté. Il y a très peu d'équivalents au niveau même mondial de développement de ce type de modèle. Le risque de dépérissement, qu'est-ce qu'on entend par risque de dépérissement? Dans l'outil BioClimSol, c'est le sens du DSF, c'est 20% des arbres, codominants ou dominants, dans le peuplement, qui ont au moins 50% de perte foliaire ou de ramification. C'est-à-dire que si vous mesurez 20 arbres, il en faut au moins 4 avec une perte significative de perte foliaire ou de ramification. On établit les modèles à partir de données sous le terrain que vous allez voir dans le climat présent, et puis on postule ce qui va se passer avec le climat futur et la prise en compte de climat futur. L'outil se décline en deux grands outils d'usage. C'est d'abord l'usage de cartographie. L'usage de ces cartes à plus ou moins fine résolution permet un pré-diagnostic, donc on peut l'avoir à l'échelle du territoire, à l'échelle nationale, à l'échelle de sylvo-écorégion, ou par descente d'échelle, lorsqu'on fait des études dédiées à ça, à l'échelle de la parcelle, comme vous allez le voir. Un deuxième volet, et ça c'était une grande nouveauté grâce au projet Live Forecast, on a décliné l'outil en format application pour un diagnostic à l'échelle de la parcelle. L'idée est d'obliger,
l'outil nécessite un diagnostic sur le terrain pour prendre en compte les effets de sol, de topographie, les combiner avec des données de climat pour en définir un risque de dépérissement. Et aussi, on propose, via un module boisement et autoécologie, un panel d'essences à boiser dans le climat présent et le futur. Les résultats sont accompagnés d'indices spécifiques à Bioclimsol qui vont de 0 à 10. C'est un indice de vigilance lié au dépérissement ou un indice de niche Bioclimsol. Et sont associés à l'outil des grandes recommandations sylvicoles pour justement accompagner le gestionnaire dans l'usage de l'outil. Alors, le protocole est toujours le même qu'on applique. Comme Climessence, on travaille sur l'aire de répartition. On en définit par portrait robot les limites climatiques de l'essence. Une fois ces limites climatiques de l'essence, on les reprojette à l'échelle du terrain en France. Donc, par exemple, ici, c'était l'étude sur le chêne pédonculé qu'on va vous présenter. On a défini un transect climatique sur la base du bilan hydrique climatique. Donc, ça représentait 2 grandes études qu'on a fait dans ce cadre-là. On définit un transect du plus favorable au plus défavorable. On a des classes stratifiées donc, de bilan hydrique. Et à l'intérieur, on va choisir aléatoirement des placés de mesure. Sur ces placés de mesure sur le terrain, on mesure la station, donc le sol, le réservoir utile, l'hydromorphie, le pH et ainsi de suite, les caractéristiques dendrométriques, la surface terrière, la hauteur, parfois même l'âge. Et puis, bien sûr, on mesure l'état sanitaire. Parfois, sur certaines études, on a été jusqu'à faire des études de dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement de carottes sur les arbres pour relier le climat avec la croissance des arbres, puisque la croissance de l'arbre radial est quand même un bon indicateur aussi de la vitalité. Et ensuite, on met tout ça en équation pour en définir un risque de dépérissement. Donc, c'est bien des mesures sur le terrain qui nous permettent de définir le risque de dépérissement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est même, on pourrait dire 37 études, puisqu'on est en train de finir celle sur l'épicéa. C'est plus de 5000 placettes de mesure et plus de 100 000 arbres mesurés dans l'outil Bioclimsol. C'est pour ça qu'on l'ouvre aujourd'hui, l'outil, parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il a une certaine solidité scientifique au regard du nombre de placettes et d'arbres qu'on a mesurés. Les données liées, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait une formation dédiée, mais les données SIG liées au calcul du modèle de dépérissement sont bien sûr liées à des données climatiques assez fines. On part de données Météo France et Digitalis aussi, de l'AgroParisTech, avec une descente d'échelle à 75 mètres, et on se base sur plus de 3000 stations. Ça, c'est pour le climat actuel. On embarque aussi toutes des données via le modèle numérique de terrain à l'échelle du 25 mètres, donc une résolution fine. Et nous, dans le cadre du changement climatique, nous avons pris le portail du changement climatique de Météo France qui s'appelle DRIAS. Alors, on a étudié le climat de 45 villes dans un rayon de 30 km, répartis sur tous les grands types de climat à l'échelle de la France. L'indice Bioclimsol, donc l'idée de l'indice Bioclimsol, il va de 0 à 10 et définit le risque de dépérissement pour une essence. Donc, comme on l'a dit, on s'est basé sur un grand nombre d'études. Vous voyez qu'on a étudié 12 essences, elles sont reprises ci-dessous, pour lesquelles on a un indice de dépérissement sur 36 études. Ça veut dire qu'on a toujours veillé à répliquer une étude sur un territoire donné sur un autre territoire. Par exemple, si on l'a étudié dans le sud de la France, on l'aura aussi étudié pour une essence dans le nord de la France. C'est le cas, par exemple, du hêtre. Donc, les modèles de dépérissement sont toujours établis à partir de relevés de terrain, avec le même protocole. Par des analyses statistiques poussées, que je ne vais pas détailler ici, on établit un indice de vigilance, qui est l'indice Bioclimsol, comme vous allez voir, qui va de 0 à 10. Cet indice de vigilance est standardisé, c'est-à-dire que pour chaque niveau de vigilance, on a le même risque de dépérissement. Donc, quand on a un indice de vigilance de 5 sur 10, on a le même risque de dépérissement qu'on soit en Douglas, en sapin ou en hêtre, par exemple. Et pour chaque essence, bien sûr, on renvoie un niveau de fiabilité du modèle et donné. Le protocole, donc, comme je l'ai dit, est toujours le même. Alors, prenons un exemple, le cas du chêne pédoncule. Voilà, en 2019, les 310 placettes qui ont servi à établir le modèle. Vous avez 3 études. En brun, les études qui étaient lors du premier projet Chêne Atlantique, qu'on a répliqué dans un deuxième projet en 2011.
en 2016, les collègues, parce que ça c'est toujours fait, je tiens vraiment à les remercier, c'est toujours fait par les collègues de SRPF, sont repartis dans les régions plus au centre et dans l'est de la France pour refaire une étude. Donc on a 3 études, on a établi un modèle comme je vais vous présenter, et pour chaque étude, on a établi un niveau de fiabilité qui est donné ici par un indice qu'on appelle l'AUC. L'indice de vigilance va donc de 0 à 10. La vigilance modérée, ça veut dire qu'il y a moins de risque de dépérissement, il est faible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a moins. À 3 sur 10, pour vous dire, vous avez 25% de chance de rencontrer un dépérissement au seuil de 20% que je vous disais tout à l'heure. De 4 à 7, vous avez un niveau de vigilance qui va de 25 à 60% de risque. Et de 7 à 10, vous avez un niveau de vigilance qui va de 60% à 9 sur 10, donc à 90%. Puisque au niveau de vigilance 10, vous avez bien sûr un fort risque de rencontrer du dépérissement, mais il n'est pas toujours de 100%, évidemment. Donc, on prend les 310 placettes, on mesure un très grand nombre de critères. Je vous passe tous les détails techniques de l'établissement de l'équation mathématique, mais on utilise une centaine de critères. On va rechercher par analyse statistique les critères significatifs au seuil de 5%, donc c'est les critères les plus significatifs dans le modèle. Et ici, on a retenu pour le chêne pédonculé les critères négatifs, la température maximale de juin à août et la récurrence des années à fort déficit hydrique, puisqu'on travaille quand même sur la récurrence des événements extrêmes parce que ça joue beaucoup sur les problématiques de dépérissement. Ensuite, on prend en compte des effets positifs, le réservoir utile. Plus le sol est profond, moins il y a de risque de dépérissement chez le chêne pédonculé. La position topographique qui est prise en compte par un indice de position topographique, le TWI, que je passe ici, et le déficit de bilan hydrique. Moins il y a de déficit hydrique, donc plus le bilan hydrique est favorable, moins il y a de dépérissement. Donc on voit bien ici l'intégration, c'est ça la grande innovation, c'est l'intégration de facteurs de station, de climat, de topographie pour définir un risque de dépérissement. Et puis l'équation est surtout pondérée, et elle est caractéristique de chaque essence. Et elle est même caractéristique finalement de l'endroit où on l'a fait, mais comme vous l'avez vu, on a répliqué les études pour leur donner une solidité scientifique. Comme on l'intègre dans l'application, l'idée de l'outil, c'est qu'il soit participatif. C'est que lorsque vous remplirez vos diagnostics, ils nous seront retournés, on les intégrera dans l'application, et parce qu'on fera retravailler les modèles pour qu'ils soient de plus en plus, bien sûr, fiables. Parce que, vous avez vu, 310 placettes, c'est pas mal, mais ce n'est pas beaucoup non plus à l'échelle de la France. Alors, on travaille à un climat constant aujourd'hui, à plus 1 degré, ou à plus 2 degrés. On pourrait le faire à plus 3 ou à plus 4 ou même à plus, ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons d'abord de communication, on s'est maintenu à afficher l'outil à plus 2 degrés. Se pose déjà la question, la dernière fois, de l'ouvrir à plus 3 degrés. C'est des vraies questions qu'on n'a pas encore tranchées. Alors, pour les autres essences, pour lesquelles on n'a pas d'indice de modèle de dépérissement, parce que c'est les modèles les plus fiables, on a travaillé sur des indices de niche. Alors, c'est des indices de niche dits bioclimsol, parce qu'ils sont, vous allez voir, spécifiques à l'outil. On travaille comme Climessence sur des limites climatiques en termes de froid. Donc, nous, on prend en compte la température minimale absolue, la température minimale moyenne, des mois critiques comme ceux de janvier et de mars. Mais on travaille aussi sur l'excès de chaleur et de sécheresse avec les P-TP et les températures maximales de juin à août. On a défini les seuils spécifiques à chaque essence, comme vous l'avez vu dans le protocole, en se basant en faisant de façon empirique une relation entre nos modèles de dépérissement et les modèles de niche qu'on établissait. C'est-à-dire que ces seuils sont établis quand même pour correspondre peu ou prou, parce qu'un modèle de niche, ce n'est pas un modèle de dépérissement, hein, c'est assez différent, peu ou prou au modèle de dépérissement. Donc, on a quand même défini ces seuils, et c'est en ça que c'est spécifique dans Bioclimsol. Ces modèles de niche sont définis sur des seuils de dépérissement. Et ensuite, on intègre ces modèles de niche à des exigences en termes d'haute écologie de chaque essence, en termes de sol et de topographie. Je vais vous expliquer comment maintenant. On va prendre le cas du pin maritime. Vous avez ici la cartographie qui est embarquée dans l'application, qui vous présente, à climat actuel, la probabilité d'adéquation climatique du pin maritime en France. 0%, ça veut dire que vous êtes complètement en dehors de la niche, et à 100% dans le vert, vous êtes dans la niche climatique de l'essence
au regard des axes de chaud et de sécheresse que je vous ai présentés et de froid. Si vous faites votre diagnostic dans l'ouest de la France où il y a très peu de gel, parce que ce qui limite beaucoup le pain maritime dans les secteurs rouges, c'est les excès de froid. Si vous êtes dans l'ouest de la France où il y a peu de froid, vous êtes dans la zone verte. Une fois que vous êtes dans l'adéquation climatique, par votre diagnostic que vous allez réaliser sur le terrain en mesurant le pH, le réservoir utile, la topographie, on va prendre un ensemble de caractéristiques de sol et de topographie pour définir si l'essence est en place, en termes de compacité, de pH, de réservoir utile, d'hydromorphie et d'effervescence du sol. Et ce croisement va être traduit dans une note qui va vous dire si l'essence est en place ou pas. Et c'est en ça que nous avons l'aptitude, un module de boisement, d'aptitude de l'essence en choix de reboisement, au climat présent ou futur. Je répète, c'est quelque chose qui est important. Ce sont des modèles de niche qui n'ont quelque part rien à voir avec des modèles de dépérissement. Ce n'est pas la même chose, mais on les ajoute parce qu'on n'a pas pu le faire pour toutes les essences et que ça permet quand même de définir des essences potentiellement qu'on pourrait réutiliser. Mais il faut bien retenir que les modèles de dépérissement sont plus fiables que ces modèles de niche. Alors, je vais présenter un format d'utilisation et puis je laisserai la parole à Adrien qui vous présentera le deuxième format d'utilisation. Le premier format d'utilisation, c'est le format cartographie ou SIG. Comme les modèles de dépérissement sont dépendants du climat, de la topographie, on peut définir des cartes de vigilance. Ici, à une résolution peu fine à l'échelle du territoire, vous avez la carte du Douglas vert à climat actuel et à climat futur à plus 2 degrés. On pourrait le faire à plus 3 degrés, comme je vous l'ai dit. Nous avons la carte qui évolue pour un réservoir utile faible, un réservoir utile moyen et un réservoir utile élevé. Donc de gauche vers la droite. Climat actuel en haut, climat à plus 2 degrés en bas. On voit donc les niveaux de vigilance qui sont dessinés, qui vont du vert vers le rouge. Bien sûr, on peut faire des descentes d'échelle. Dans le cadre, par exemple, c'est ce qu'on vous présente là d'un projet dans le Live Forecast, on a fait une descente d'échelle à un niveau du 75 mètres pour définir de façon plus précise ce qui se passait au niveau du terrain. Cette descente d'échelle n'est pas disponible sur tous les territoires parce que c'est pas mal de travail de SIG, vous ne vous en rendez pas compte, mais un travail de descente d'échelle, ça fait appel à du grigeage et du regression dredging et c'est assez complexe à faire. Mais je vous présente le type de résultat qu'on pourrait obtenir, par exemple, au 75 mètres. Ce qui est intéressant, on voit très bien ici que la descente d'échelle nous permet de définir des niveaux différents de risque de dépérissement dans le climat futur, en prenant en compte notamment le réservoir utile. Je tiens à dire que ce type de carte, et je terminerai par là, c'est assez séduisant quand on les voit, hein, mais c'est tellement simpliste et binaire qu'il faut vraiment prendre beaucoup de précautions dans l'emploi, parce qu'il pourrait amener à prendre des décisions complètement infondées et arbitraires. C'est pourquoi au CNPF, on va accompagner ça dans l'usage, parce qu'il faut savoir l'utiliser en termes d'interprétation. Et puis, je le répète, cette descente d'échelle aussi ne peut pas se faire comme ça d'un coup de pouce. Hein. Elle nécessite un travail au niveau du SIG qui est assez complexe. Maintenant, je laisse la parole à Adrien. Merci. Bonjour à tout le monde. Le temps de partager mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Oui. Merci. Donc, je m'appelle Adrien Bazin, je suis ingénieur au Centre national de la propriété forestière pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je m'occupe, entre autres, donc, des questions de changement climatique. Alors, pour traduire, on va dire, d'un point de vue opérationnel, ce qui a été présenté par Jean, donc, concernant Bioclimsol, l'application mobile et donc une partie de tout ce travail en fait, de modélisation et d'études qui ont été faites depuis 10 ans, qui est embarqué dans la poche de l'utilisateur, si je puis dire, dans son mobile ou sur tablette, et qui va permettre donc de
pouvoir réaliser un diagnostic de proximité à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un projet forestier, assez simplement, mais on va voir, je vais vous présenter quelques visuels en fait du contenu de l'application. Ça réclame quand même des connaissances techniques, on va dire de base pour un forestier, mais quand même des connaissances techniques certaines pour pouvoir remplir correctement le diagnostic et les contenus de l'application. Alors, après une petite phase, en fait, on va dire, de chargement de données qui est tout à fait intuitive, c'est une application qui ressemble à beaucoup d'autres applications qu'on connaît déjà, que ce soit dans le domaine forestier ou autre, hein, avec quelques contenus et quelques pages de données qui devront être saisies. On va pouvoir accéder en fait à des résultats que je vais vous présenter par la suite. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques visuels en fait, pour que vous puissiez voir vraiment le contenu de cette application et que vous puissiez prendre connaissance vraiment des items qui sont attendus lors de la saisie et lors du diagnostic de terrain. Donc le premier visuel que vous voyez, c'est le visuel, on va dire, la page d'accueil d'un projet dans lequel on va pouvoir saisir donc, toutes ces informations qui concernent à la fois des renseignements généraux, des contextes stationnels, des éléments de description du peuplement ou de la pédologie, et enfin une partie assez importante donc, concernant tout ce qui touche au sanitaire du peuplement, que ce soit donc des problèmes stricts ou des problèmes qui seraient observables par différents protocoles. Là, on parle en l'occurrence d'EPERIS, le protocole du département de la santé des forêts, et ARCHI, un protocole CNPF. Alors, par exemple, ici, un premier visuel donc, sur des saisies de terrain. On voit que l'outil nous réclame quelques informations donc, qui concernent l'exposition, la pente, le bilan donc, sur l'alimentation en eau. Par la suite, donc, après ces saisies-là, on va passer donc, sur la description d'un profil pédologique, ce qui impose à l'opérateur de faire un trou à la pioche ou à la tarière, voire même les deux, pour pouvoir décrire finement les différents horizons de sol, leur composition, s'il y a présence ou non d'hydromorphie ou d'effervescence à l'acide chlorhydrique, par exemple. Donc, ces éléments renseignés-là vont nous permettre déjà d'accéder à un certain nombre de mesures qui sont calculées directement par l'application. Ici, on parle donc du réservoir, de la réserve utile en millimètres. Ça, c'est une indication qui est déjà fournie par l'application, qui est le résultat en fait, des premières observations. J'ouvre une parenthèse juste ici. Les présentations du jour seront mises en disponibilité, si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai pris soin de relister quelques vidéos de nos sites, qui sont disponibles sur notre site internet donc du CNPF, pour lesquelles vous pourrez aller chercher des renseignements complémentaires. C'est des vidéos intuitives, assez interactives, en fait, qui vous présentent, par exemple, comment on fait une mesure de pH, comment est-ce qu'on essaye de quantifier l'hydromorphie sur le terrain. Ça peut mettre en perspective un petit peu donc, les éléments que je suis en train de vous préciser dès maintenant. Donc, par ailleurs, dans l'application, on va retrouver des visuels qui vont permettre à l'opérateur de se, on va dire, de se renseigner par rapport à des standards, des protocoles, pour que la notation puisse être homogène éventuellement entre plusieurs sites. Là, j'ai pris un exemple de l'estimation d'éléments grossiers dans le sol. Donc ça, c'est des petits visuels qui sont embarqués directement dans l'application et qui aident à la saisie de terrain. Les problèmes sanitaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc un opérateur va pouvoir saisir visuellement ce qui va être observé. Par exemple, je prends le premier item là, qui ressort dans les problèmes sanitaires, donc c'est le gui. Le gui sur le sapin, je pense que beaucoup de gens autour de ce webinaire doivent connaître la problématique du gui. C'est une variable d'influence en fait sur le sapin, et donc le fait de noter sa présence et de quantifier en fait son importance va avoir des impacts en fait sur les sorties de l'application, comme le disait Jean tout à l'heure. BioClimSol intègre en fait plusieurs compartiments d'observation et qui vont donc donner des informations différentes en fonction de si on observe ou pas du gui sur le terrain, vous l'aurez compris. Par ailleurs, il est possible aussi de donner, on va dire, une vision objective, quantifiée et qualifiée de l'état sanitaire donc, des peuplements.
avec 2 protocoles qui sont aussi des protocoles à renseigner dans l'application. Donc DPERIS, le protocole du département de la santé de la forêt, qui a été un protocole comme Archi, structurant en fait dans les premières études qui ont vu le jour et des études qui ont eu lieu depuis 10 ans. C'est des protocoles qui sont utilisés en routine et qui permettent d'apprécier le plus objectivement possible l'état sanitaire d'un peuplement. Vous retrouverez aussi des notions descriptives donc de ces protocoles-là avec les liens qui sont dans les vidéos. Donc voilà pour quelques visuels. Une fois que ces compartiments de diagnostic ont été remplis, l'opérateur en fait accède à 3 modules complémentaires. En fait, on est obligé de compléter l'intégralité des items qui sont attendus dans l'application pour pouvoir accéder à ces compartiments-là. Donc le premier, c'est la visualisation des données climatiques qui sont localisées sur notre projet. Ça nous permet donc d'avoir accès en direct sur le terrain des données météo qui peuvent nous renseigner déjà, on va dire, d'un point de vue sylviculture, d'un point de vue conseil, d'un point de vue pérennité de l'état de ce peuplement-là en fonction donc des variables climatiques et puis de ce qu'on a déjà pu observer en préambule, état sanitaire, profil pédologique complet, etc. Donc, c'est vraiment informatif et puis c'est très localisé. Donc, ça permet d'avoir des informations quand même précises sur le terrain. Enfin, donc, il y a 2 modules complémentaires qui sont affichés. Il y a un module qui concerne donc, le diagnostic peuplement sur pied et un module qui concerne le diagnostic des solutions de boisement. Donc, si on ouvre ces 2 onglets en détail, ça donne ceci. Alors, pour le diagnostic peuplement sur pied, nous allons retrouver donc l'essence considérée. Alors là, on a un exemple avec le Douglas. Et en fait, les renseignements qu'on a fournis à l'application, plus les modèles qui sont embarqués donc, grâce au travail qu'évoquait Jean juste avant, vont être recettés en fait, ensemble et vont fournir un indice qui traduit le risque de dépérissement comme ce qui nous était présenté par Jean juste auparavant. Alors, on a la possibilité de faire varier 3 scénarios climatiques en direct sur le terrain avec plus 1 et plus 2 degrés pour voir comment l'indice qui nous est présenté se comporte. Imaginons là, climat actuel, on a un indice de 3. Si on clique sur plus 1 et plus 2 successivement, on peut voir cet indice évoluer ou pas. Imaginons 3, 3, 4 dans les 3 scénarios différents ou 3, 6, 9 dans les 3 scénarios différents. Et là, on s'aperçoit assez facilement que ça nous envoie une information complètement différente entre les hypothèses. Pour le diagnostic boisement, on va retrouver donc dans le bandeau supérieur les essences qui ont bénéficié d'études au niveau national et donc pour lesquelles on va avoir leurs indices qui seront renseignés avec les différents scénarios climatiques. Et puis également, on va avoir donc dans le bandeau inférieur les essences qui sont actuellement au format modèle de niche et des pictogrammes qui vont renseigner en fait sur les variables climatiques, pédologiques ou stationnelles qui peuvent avoir une influence négative sur l'espèce. Ici, dans l'exemple robinier-fausacacia, on peut retrouver donc le petit pictogramme pioche qui nous renseigne sur une variable pédologique qui serait limitante pour l'espèce. Si on clique à l'intérieur de ces pictogrammes, on va pouvoir retrouver quelle est la variable qui limite l'essence en question. Alors, pour le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, je vous fais juste un point d'information. En fait, donc en 2021, à l'heure actuelle, donc, tous nos agents, tous nos techniciens et ingénieurs sont formés à l'utilisation de l'outil BioClimSol, l'outil application que je viens de vous présenter, et ils en sont également dépositaires. C'est un outil opérationnel à l'échelle du terrain qui est directement employable, on va dire, dans une aide au diagnostic. Sont soit des peuplements et de leurs éventuelles dégradations sanitaires, soit pour des projets de boisement. Comme on voyait tout à l'heure, le panel d'essence qui en ressort peut être une traduction concrète en fait, dans un projet. Par exemple, on a les grandes essences françaises pour lesquelles on a déjà beaucoup de renseignements et qui nous informent sur la possibilité ou pas de poursuivre la sylviculture, ou la possibilité éventuellement, dans le cadre d'un
d'un changement d'essence qui pourrait avoir lieu. Est-ce que ces grandes essences françaises-là sont toujours priorisables? Également, donc, on a des essences plus d'accompagnement qui pourraient venir renforcer en fait des scénarios de diversification ou d'enrichissement. Et puis, il y a également quelques essences qui sont plutôt à titre expérimental, pour lesquelles on a encore besoin d'informations et on va dire, de tests en grandeur nature et qui pourraient venir s'insérer dès maintenant dans des projets un peu plus originaux avec un petit volet, on va dire, plus lié à l'expérimentation. Voilà. Donc, ces informations en fait, techniques qui sont sorties directement de l'application, elles peuvent se traduire en recommandations, comme je le marque, donc, au service de la forêt privée et de ses propriétaires, mais pas que. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Adrien. Olivier, est-ce qu'on a des questions? Pas vraiment de questions. Il y a une question qui est sur les MFR. Attendez, j'ai perdu. Et sur l'intégration des MFR dans le... j'ai perdu le chat. Voilà. Est-ce que, voilà, dans vos choix et dans les différents choix, autant sur Bioclimsol notamment, puisqu'on est dessus, dans le choix des essences, est-ce que les notions de MFR sont intégrées? Et puis après, oui, par rapport aux arrêtés sur le MFR, voilà. Est-ce que voilà, Adrien, les notions de MFR et de différentes provenances sont intégrées dans ces logiciels-là? Alors, il y a un travail de fond qui est fait sur les essences et les espèces en tant que telles. Donc, on va retrouver en fait un panel de différentes essences qui sont aujourd'hui plus ou moins intégrées dans l'arrêté MFR. Alors, l'arrêté MFR, est-ce qu'on prend l'échelle nationale, régionale? Les transpositions de listes d'essences ne sont pas toujours équivalentes en fait, entre les régions. Donc, pour l'application aujourd'hui, si j'essaye de répondre à la question, non, il n'y a pas d'intégration directe en fait, de l'arrêté MFR dans l'application. Par contre, nous, CRPF, on fait une transposition aussi des sorties de l'outil avec la réglementation en vigueur. Donc, les recommandations de gestion qui sont prodiguées par les collègues du centre, elles intègrent également les recommandations et les diverses législations qui sont en vigueur. Donc, on va dire, par compilation des différentes informations qu'on a en notre possession, ou qu'un gestionnaire demain pourrait en avoir en sa possession, finalement, il peut être aussi détenteur de l'arrêté MFR, il arrive à combiner en fait les différentes sources pour produire le conseil le plus adapté en fonction non seulement des recommandations climatiques, pédologiques, techniques qui pourraient être produites par différents outils et également la législation en vigueur. On voit la... Oui, vas-y Isabelle. Oui, j'ai une question qui m'a été envoyée en direct que je partage avec vous, qui concerne la prise en compte des espèces pyrophiles et de celles qui résistent au feu, type chêne liège, chêne vert. Et aussi une question sur les feuillus, parce qu'on a beaucoup parlé de résineux. Donc, une question de France Nature Environnement. Alors, pour l'application Bioclimsol, il y a un modèle qui a été bâti donc, sur le chêne liège. Donc, on a eu aussi un travail de fond qui a été mené sur cette essence-là. Je peux laisser Jean éventuellement reprendre la main pour plus de détails, puisque je n'ai pas été, on va dire, en travail en fait, spécifiquement sur ce modèle-là. Néanmoins, donc, ça a déjà été intégré. Après, sur la diversité des essences qui sont mises en œuvre, alors effectivement, il y a quelques exemples résineux qui sont ressortis, mais néanmoins, le panel des essences embarque effectivement tout un tas d'essences feuillues, comme je l'évoquais, qui interviennent aussi qui peuvent intervenir dans des projets de diversification. On parle ici des fruitiers forestiers, on parle aussi des grandes essences françaises, les grands chênes, et même des chênes qui sont de modalités un peu plus rares, comme le chêne chevelu, par exemple, c'est un exemple qui me vient en tête. Donc, il n'y a pas eu une orientation dédiée sur telle ou telle essence. Au contraire, le travail a été fait pour qu'il soit le plus foisonnant possible et qu'il puisse faire sortir un maximum d'idées et de possibilités en fait, sur la sylviculture, comme je disais, soit de diversification, soit à continuer la sylviculture qui est en place, si on a des indices qui sont favorables, ou alors éventuellement expérimenter pour des essences sur lesquelles on manque encore un peu de recul.
écoute, une des questions qui brûle les lèvres un peu de tout le monde, tous ceux qui ne font pas partie du CRPF, à quand la mise à disposition pour les autres utilisateurs que le CRPF et les modalités en fait? Alors, encore une fois, sans m'avancer trop, parce que ça peut être encore variant, mais il est annoncé un calendrier plutôt pour automne 2021, probablement d'un premier schéma peut-être de formation des professionnels, etc. Donc, je n'ai pas plus de détails à vous donner aujourd'hui. En tout cas, soyez de contact avec l'établissement, avec les techniciens de secteur, où vous pouvez éventuellement me solliciter en direct. Ou voilà, si vous avez besoin de suivre un petit peu le déploiement de tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, si il y a un calendrier qui est annonçable d'ici quelques temps, on ne manquera pas d'en informer les professionnels et ceux qui pourraient être intéressés par le suivi de ce genre de formation. Je vais juste rebondir sur le chêne liège pour répondre. Oui, il y a un modèle sur le chêne liège qui a été établi en Corse, où il y avait des problèmes de dépérissement. Bon, on a trouvé des limites climatiques, mais aussi des problématiques en termes de gestion des peuplements. C'était un des premiers facteurs de dépérissement, c'était la gestion. Le modèle sera dedans. À un moment, Adrien est passé, il a dit il y avait 8 modèles, on va en intégrer 12. Donc, il y a un modèle aussi sur le chêne vert qui va être intégré. C'est pour ça que on donne un délai qui sera à la rentrée à l'automne prochain, parce qu'on doit intégrer les différents modèles dans l'application, retester que tout ça fonctionne bien. On veut s'assurer aussi que tous les techniciens de CRPF soient bien sûr formés, parce que la formation a débuté, mais on a aussi le problème Covid, qui est un réel souci pour nous, parce que c'est quand même un outil qui nécessite une formation et de préférence sur le terrain. Donc, comme l'a dit Adrien, nous, on voit plutôt un calendrier pour l'instant à la rentrée à l'automne, où on va ouvrir via des formations. Donc, il y a un modèle économique derrière tout ça. Il faut vous rendre compte qu'une application telle qu'elle est faite là, elle nécessite de stocker les données, nécessite une mise à niveau, ne fût-ce que pour les niveaux Android. Vous avez vu qu'il derrière, il faut refaire tourner tous les modèles et ainsi de suite. Donc, le modèle économique fonctionnera via des formations. En fait, c'est vraiment la formation, c'est quelque chose qui est très important parce que cet outil reste quand même un outil d'aide à la décision. Il est basé sur la modélisation, donc il faut bien apprendre à l'utiliser et puis ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas non plus. Voilà. Donc, c'est vraiment un passage pour nous, entre guillemets, obligatoire, c'est vraiment de se former à son usage. Alors, deux petites questions là. Comment les territoires peuvent s'associer à la diffusion de l'outil? On sait qu'il y a des choses qui se passent dans le sud de la France avec Forecast là. Et puis une question un peu plus précise de Gaël Drouillard sur le temps passé à un diagnostic bioclimsol. Je vais répondre à la deuxième, puis je pense que je laisserai le CRPF répondre à la première, parce que c'est quand même le territoire, c'est principalement entre guillemets leur tasse de thé. Donc, un diagnostic bioclimsol, il y a deux niveaux dans le diagnostic bioclimsol. Si vous faites une totalité du diagnostic avec l'ensemble des données sanitaires qui sont reprises avec le protocole d'EPERIS ou Archi, il faut compter 2 heures. Si vous le faites en allant sur le terrain, en mesurant de façon le réservoir utile, de façon simplifiée le dépérissement, parce qu'il y a un module simplifié qui est prévu, il faut une demi-heure à peu près, sans compter les déplacements, évidemment. Voilà, donc il y a 2 niveaux en termes d'usage. Nous, ce qui va nous importer aussi, vous l'avez compris, c'est un outil participatif. Donc, le fait que vous soyez formé et bien formé à des protocoles de mesure sanitaire est très important, puisque vous avez compris qu'on met en relation l'état sanitaire, donc via le protocole d'EPERIS ou Archi, avec les données climatiques et topographiques. Donc, la qualité de la donnée a une importance pour nous, parce que effectivement, il faudra s'assurer que les gens prennent bien le diagnostic pour avoir les modèles les plus précis possibles. Donc, Adrien ou quelqu'un d'autre du CRPF, je vous laisse répondre à la première question. Oui, pour compléter l'aspect temps, effectivement, je serais tenté de nuancer un tout petit peu, c'est-à-dire que quand on est assez rompu sur l'utilisation de tous ces protocoles, ça peut être relativement rapide. Après, effectivement, sur les emplois, par exemple, de DPERIS ou d'Archi, qui sont quand même des protocoles dédiés,
des protocoles spécifiques à l'utilisation, enfin à l'observation en forêt, à l'observation sanitaire. Ça demande aussi à être formé si on veut une utilisation concrète et cohérente de ces protocoles-là, en fait. C'est pas, ça ne se fait pas en une demi-heure de formation. Voilà. Donc, il y a aussi, comme le disait Jean, pour une qualité de l'information et un bon feedback de ce qu'on va pouvoir obtenir des observations de terrain, il y a aussi une certaine rigueur à obtenir. Donc, pour les plus chevronnés, le temps se réduit. Pour les débutants, le temps s'augmente. Voilà. Donc, il y a une petite nuance par rapport à ça. Pour l'aspect diffusion dans les territoires, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à formuler. Il y a probablement en fait des schémas spécifiques à essayer de regarder en fonction de la spécificité des territoires. Notre région est assez grande. Peut-être que les attentes entre les producteurs de chênes de la plaine de l'Allier ou de pins maritimes dans l'Ardèche ou éventuellement de résineux de montagne dans les Alpes ne seront pas tout à fait les mêmes. Et donc, du coup, il y a peut-être des schémas locaux à envisager. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus spécifiques éventuellement. À ce moment-là, soit vous pouvez revenir vers les collègues ingénieurs des départements, probablement que vous devez déjà connaître, de l'établissement, ou alors, si vous avez besoin, vous pouvez revenir vers moi pour peut-être des questions plus précises. Je ne sais pas si on... voilà, pour pas entamer trop le temps de débat, et puis s'il y a d'autres questions aussi qui veulent se positionner. Oui, alors merci Adrien. Je pense qu'on va clôturer parce qu'on a déjà un peu débordé. On pourra revenir sur ces questions de partage de l'information et de la connaissance aussi dans le cadre du groupe du travail forêt changement climatique, puisque ça fait partie des sujets et des actions qui ont été placées comme prioritaires par la plupart des participants. Je voulais dire un grand merci à tous nos intervenants d'aujourd'hui, ainsi qu'à notre modérateur. Donc, je vous redis que ce webinaire sera mis en ligne sur le site internet de la DRAF avec les présentations que vous avez pu visualiser aujourd'hui. Il y aura également un comparatif entre les outils IKS, Climessence et puis BioClimSol qui vous donnera quelques précisions. N'hésitez pas à me faire un retour suite à ce premier webinaire et à me faire part de vos attentes éventuelles concernant des sujets à traiter donc dans le cadre de ce webinaire mensuel qui va revenir, donc, comme je l'ai dit en introduction, tous les premiers mardis du mois de 17h à 18h. Donc, 1 heure de webinaire sur le thème forêt et changement climatique. Donc, un grand merci à tous pour votre participation et puis bonne soirée et à très bientôt.